Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois en vadrouille comme d'habitude. Cette fois-ci, je suis arrivé devant une porte d'un éleveur capacitaire connu sur les réseaux, le fameux cow-boy de la terrariophilie. Vous allez le reconnaître, on va les frapper et puis on va aller lui dire bonjour et puis on va aller voir un petit peu ces animaux. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir comme d'habitude. Moi, j'hésite pas à faire des kilomètres pour vous. Les amis, on like, on partage, on s'abonne directement. Je compte sur vous. C'est parti. On va aller frapper et on va voir. Je me mets en caméra inversée pour lui faire la surprise. Allez, c'est parti. On va voir. Voilà le cow-boy. Oh, ça va bien ou quoi? Comment qu'il va? Ça va et toi? Ça va? Et toi? Allez, viens. Ça va la commu? Allez, rentre. Vous l'avez reconnu le cow-boy d'un terrarium? T'inquiète, hein. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu là. Vous inquiétez pas, je vais revenir en force. Hein. Allez, c'est parti. Venez donc. On va voir. La pépère. Virus. Allez. Allez, c'est parti. Dis-nous tout. Je vais vous montrer la nouvelle pièce d'élevage. Donc, bonjour à tous. Ouais, fais-nous une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nouveaux dans la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, bonjour à tous. Moi, je me présente, Lucas Castrovillari. J'étais, pour ceux qui me connaissent d'avant, sur la chaîne YouTube EL Aquaterra, qu'on avait monté avec un pote, qui est toujours d'actualité, qu'on va, j'espère, réussir à relancer un jour. C'est juste, j'ai déménagé, donc évidemment, c'est toute une organisation et plusieurs mois d'absence, du coup. Bah c'est ça, c'est... tout le temps, de toute façon. Du coup, ça y est, t'as ta nouvelle demeure? J'ai ma nouvelle demeure avec ma dulcinée, qui n'est pas là pour le moment, si elle est au travail. Et du coup, derrière cette pièce, c'est la fameuse pièce? La porte, il y a la pièce d'élevage de la société du coup ERP Formation. Tu as monté du coup une société de formation. Et parle-nous un petit peu du coup. Ma société de formation, donc du coup c'est une société de formation, donc une auto-entreprise en fait, qui forme les personnes souhaitant déposer un certificat de capacité, une autorisation d'ouverture d'établissement. D'accord. Alors voilà, si vous voulez venir en formation, c'est ici qu'il faut venir. Vas-y. Voilà. Je vous filme la feuille aussi. Voilà. Les amis. L'adresse email, si vous voulez envoyer des mails, savoir les disponibilités, tout ça. Le site internet et le numéro de téléphone. Voilà. Du coup, Lucas, parle-nous un petit peu de cette formation. Qu'est-ce que tu proposes à la formation? À la formation, en fait, il faut savoir que ma société Air Formation, c'est pas mon activité principale. J'exerce une activité salariale à côté. Je suis vendeur en animalerie, pour ceux qui le savent. De toute façon, c'est pas un secret. Je suis vendeur en animalerie à côté parce que je peux pas subvenir à mes besoins que via les formations. C'est pas assez rentable. Donc pour le coup, je fais ça à côté. Sur mes jours de congé. Seulement les jours de congé, j'en ai pas beaucoup. Oui. J'ai que le mardi, le vendredi après-midi et puis le dimanche. C'est tout. Et donc de ce fait-là, en fait, je fais les formations uniquement sur les dimanches, du coup. Uniquement sur les dimanches d'affilée. Voilà. Pour ceux qui sont disponibles le mardi, vous pouvez toujours venir le mardi, c'est pas un problème. Bien sûr. Mais vu que la plupart des personnes sont disponibles uniquement le dimanche, j'effectue les formations uniquement sur les dimanches. Voilà. Donc pour les 2 jours, il faudrait venir 2 dimanches d'affilée ou 2 dimanches séparés. Tout dépend de votre emploi du temps à vous. C'est ça. Voilà. Et donc sur les formations, je forme donc sur la théorie, évidemment, parce qu'il en faut. Voilà. Tu peux nous rappeler un peu le quota minimal pour la demande de CDC? Le quota minimal, c'est 20 heures de théorie et 50 heures de pratique. Pour revenir pour un total de 70 heures. Pour un total de 70 heures minimum. Minimum. Voilà. Ça va dépendre également de ce que vous recherchez également en termes d'espèces. C'est certain que si vous voulez déposer sur des espèces entre guillemets, je mets des grosses guillemets, classiques, que tout le monde peut avoir, vous voulez déposer votre certificat de capacité uniquement pour casser les quotas, disons. Voilà. Là, pour le coup, les 70 heures seront amplement suffisantes. Après, tout dépend des espèces, tout dépend ce que vous voulez faire, tout dépend de votre projet. Voilà. Après, effectivement, si vous voulez déposer, comme dans ta vidéo que tu as fait il n'y a pas longtemps chez Flavien et chez Nono,
Bien sûr, là c'est autre chose. Krakenko et non Turtle. Si vous voulez déposer des espèces effectivement dangereuses, comme j'ai effectivement derrière cette pièce, j'en ai quelques-unes, deux notamment. Voilà, là il vous faudra minimum effectivement les 70 heures, mais la plupart des DDPP ou DSVPP, peu importe les départements, vont vous demander généralement un petit peu plus quand même. Bien sûr, après, parce que là on rentre dans l'espèce. Voilà, tout dépend les espèces dangereuses, tout dépend, et puis tout dépend les experts animaliers, tout dépend comment ils voient les choses. Donc voilà, ça ce sera à voir avec votre DDPP de votre département. C'est ça. Donc, et puis, pour résumer, je forme sur la théorie et sur la pratique. Voilà. Après, pour pouvoir avoir la fiche de comment ça marche dans votre DDPP, vous demandez la trame du département. Vous demandez, il faut contacter votre DDPP. Donc DDPP, je précise, c'est Direction départementale de protection des populations. Voilà, vous contactez cet organisme-là et vous demandez la trame du certificat de capacité d'élevage, d'animaux non domestiques, voilà, ou de vente et transit. Voilà. Parce qu'il existe plusieurs CDC. Plusieurs certificats de capacité. Pour faire un petit point global dessus, moi, à mon actif personnel, j'en ai deux. Trois si on veut être plus précis. J'ai le certificat de capacité vente et transit d'animaux domestiques et non domestiques pour mon travail, voilà, côté professionnel. Mais je peux, du coup, vu qu'un certificat de capacité c'est personnel, parce qu'il y a mon nom, l'adresse, voilà, tout dessus. Vu que c'est personnel, c'est moi qui détiens ces connaissances-là pour former les personnes. Donc si demain, vous, de l'autre côté de cette caméra, vous voulez venir vous former chez Air Formation pour justement apprendre la vente et le transit, c'est possible également. Voilà. Par contre, effectivement, moi, pour la pièce d'élevage, je suis donc capacitaire sur l'élevage. Voilà, des animaux non domestiques. Spécialisation évidemment reptile. Voilà, l'élevage et la reproduction. Voilà. Et ensuite, on a un autre certificat de capacité qui est moi je le vois comme ça, mais pour moi c'est le plus haut niveau de certificat de capacité qu'on puisse avoir. C'est donc le certificat de capacité, présentation au public. Et donc ça va principalement concerner toutes les instances comme les parcs zoologiques. Voyez, ou les magasins. Voilà. Non, les magasins, c'est vente et transit uniquement. Comme par exemple Reptilis, tout ça. Ouais, voilà, la vente et transit uniquement, avec une autorisation d'ouverture d'établissement également, que j'ai aussi ici. Bien sûr. Que dans un certificat de capacité, il faut savoir que vous avez deux grosses parties, entre guillemets, je vais résumer ça comme ça. En fait, si vous voulez, c'est deux dossiers dans un seul. Si vous voulez, dans un certificat de capacité, vous avez votre certificat de capacité. Et à l'intérieur du certificat de capacité, vous avez un autre dossier qu'on appelle l'AOE ou APO en fonction des départements. Moi, j'appelle toujours ça AOE parce qu'on m'a formé comme ça. AOE, ça décrit autorisation d'ouverture d'établissement. Pour le coup, votre certificat de capacité à lui seul ne permet pas de posséder des animaux qui sont les animaux qui sont présents sur votre liste de certificats de capacité. Il vous faut obligatoirement l'AOE, l'autorisation d'ouverture, pour posséder les animaux qui sont présents sur votre liste de certificats de capacité. C'est ça. Pour résumer un petit peu, le CDC, ça va vous former sur vos connaissances des espèces. Ça va vous permettre d'acquérir des connaissances d'espèces précises. Alors attention, que je précise également quelque chose, ce n'est pas parce qu'on est capacitaire qu'on est meilleur que tout le monde. Bien sûr. Moi le premier, je ne considérerai jamais que je suis plus meilleur ou moins, moins meilleur qu'un débutant ou que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans la terrariophilie. Rien à voir. C'est vraiment le certificat de capacité, on fait valider auprès des services vétérinaires des connaissances et des compétences sur une ou plusieurs espèces bien particulières. Voilà. Et l'AOE, soumise à autorisation. Voilà. Et l'AOE, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez l'avoir chez vous. Voilà. C'est ça, tout à fait. Vous avez l'exstructure, les moyens de l'accueillir. Parce que techniquement, on va prendre un exemple tout simple. Crocodilus niloticus, donc le crocodile du Nil. Je vais souvent te parler de crocodilien parce que
Si vous voulez, je suis un grand passionné. C'est le Texas Ranger de la Terrario. C'est ça. Bah, tu vois les gars aux États-Unis qui font les cakes avec les crocos. Frenchman mais version française. Et le like pour les chaussettes de Paul voilà, exactement. Parfait. Ouais, on adore. Pour une fois qu'elles sont pas trouées en plus. Je t'ai perturbé. Le logo de Herb Formation, il y a un crocodile dessus. J'ai pas de croco encore, j'ai pas d'espèce de crocodilien à la maison, mais ça va venir. Je suis en train de déposer une nouvelle autorisation pour ces animaux-là, parce que je compte avoir non pas une, non pas deux, mais plusieurs espèces de crocodiliens différentes. Voilà. D'accord. Et du coup, dernière question avant de pouvoir franchir cette porte. Oui. Tu es capacitaire pour quels animaux? Alors, pour quels animaux? Je suis capacitaire donc sur toutes les espèces non soumises de serpents, donc d'ophidiens, et de lézards, donc de sauriens. D'accord. Toute espèce confondue. Toute espèce confondue, non soumise. Non soumise. Certificat de capacité. Et ensuite, je suis effectivement capacitaire sur des espèces plus précises qui sont, elles, soumises à CDC. Voilà. On a en premier lieu de la liste, je la fais peut-être, donc Epicrates chancrea, tu feras suivre les photos, comme ça ils les verront. Non, mais du coup, le boa arc-en-ciel, voilà, dis-nous aussi les deux mots, quoi. Voilà, donc le boa arc-en-ciel, Epicrates chancrea, parce que c'est un animal qui est faune guyanaise. Donc sous capacité. Donc sous certificat de capacité, parce que faune française, évidemment, puisque la Guyane est un département français. Voilà. Je suis également capacitaire donc, sur le Python Molurus bivitatus. Oui. J'en ai plusieurs derrière cette porte, d'ailleurs. On les verra, bien sûr. Voilà. Je suis également capacitaire donc, sur deux espèces de varans qui sont soumis à certificat de capacité. Pour le coup, c'est donc le Varanus panoptes orni, qui fait quand même une belle taille, entre 1m40 et 1m60 à l'âge adulte, pour les plus gros mâles. Voilà. Et la pépite, le Varanus macri, qui est le varan de Mac, Rae, ou varan bleu arboricole. Enfin, voilà. Les noms communs vont pas bien compter, disons, parce que je suis plus dans l'aspect scientifique de la chose, parce que j'ai appris à parler en nom scientifique. C'est par rapport à mon métier, notamment de vendeur en animalerie, que je vais essayer de vous traduire la vulgarisation. Voilà. Ouais, c'est ça. Cool. Allez. On franchit? Ouais, on franchit la porte. Allez, c'est parti. En plus, ça va être l'écho dégueulasse. Allez, c'est parti. Fais-nous voir un petit peu. Je te suis. Vas-y, rentre donc. Voilà. Donc la pièce d'élevage. Ouais. Ce n'est qu'un. Il y en a encore derrière toi. Oui, non mais on va faire tour par tour. Ouais, voilà. On va commencer donc par le rack qui est là. C'est un rack HP Terra, je ne sais plus de quelle marque exactement. Voilà. Donc si au cas où je précise pour les personnes qui sont minutieuses et précises, j'aime bien voir où sont mes prises, mes multiprises, tout ça. Donc j'aime bien en fait avoir tout à portée. Donc si vous voyez des câbles, des fils qui pendent 2-3 fois, c'est normal. Parce que je vais vous expliquer une chose, c'est que quand on a beaucoup d'animaux et qu'il faut brancher, prises, plusieurs choses, si c'est tout bloqué derrière les terrariums et qu'il y a un problème et qu'il faut vite débrancher quelque chose, il faut que les prises soient accessibles. C'est important. Là, quand je vais refaire tout ce côté-là, tout ce pan de mur que vous avez là à côté de vous, je vais enlever donc le rack, le flexarium et le AirTech qui est là devant vous. Et ça va devenir en fait une grande batterie de terrarium ici. Et toutes les multiprises, au lieu d'être cachées derrière ou au-dessus, elles seront sur les prolongements des terrariums, sur les côtés, avec numéroté chaque terrarium. Comme ça, j'aurai juste besoin de débrancher. Voilà ce qu'il faut par sécurité. S'il y a un problème, ou même sans, ou si il faut que je débranche quelque chose, et j'ai pas besoin d'aller derrière les terrariums. Voilà, c'est le principe. Donc, si jamais vous voyez des multiprises un peu en vrac, c'est normal, je suis déjà en plein déménagement. Enfin, plein déménagement. Oui, mais t'inquiète, de toute façon, en même temps, ça va se faire avec le temps. Et j'aime bien avoir toutes mes prises à côté. Voilà, simplement. Mais de toute façon, mes animaux sont maintenus dans des bonnes conditions. Donc, à partir de ce moment-là, voilà.
On va commencer crescendo. C'est comme tu le sens. Donc là, on a une bête d'enclos. Je vais vous la présenter à la fin avec les 2 derniers varans, du coup, et puis vous verrez ça après. Alors, ouais, là on va se faire un petit tour de snake. Voilà. On va se faire... Ah oui, et puis là dedans, il y a que du serpent, donc ça va être sympa. Ici dans le rack du bas, on a donc Pithiophyis caténifère saillie en albinos, voilà. Donc c'est un serpent auquel je tiens beaucoup. J'aime beaucoup le genre Pithiophyis. Ouais, bah moi je viens de craquer pour américaine. Je viens de craquer sur ce genre là avec mes 2 petits loulous. Et vous voyez, apparemment c'est un serpent qui est bête, qui mord à la première occasion, mais vous voyez, si on y va doucement et tranquillement... Il a vachement de rouge. Hein. Ouais, il n'y a pas de raison que... Il y a aucune raison qu'il ne morde. Enfin, il a vachement de rouge. C'est des serpents qui sont vraiment cool. Vous voyez, que si on arrive à gérer correctement, sans avoir peur, et il faut y aller direct, bah c'est pas un problème. Voilà. Oui, c'est ça. Ah, il est magnifique. Il a vachement de rouge et tout. C'est du blanc. Regarde au niveau de la queue aussi. Il a aussi beaucoup de violet, je trouve. Caténifère saillie. Pithiophyis caténifère saillie. Albinos. Au niveau de la queue. Ouais. Et limite, c'est violet quasiment. Ah, c'est magnifique. Une tache de blanc là. Ici, tu vois. Super beau. Voilà. C'est très très beau. Et j'ai la femelle à la maison. Enfin, chez mes dans mon ancienne habitation, j'ai encore la femelle. Et donc je dois les réunir à un moment donné, mais pour le moment j'attends de terminer les autres batteries. Vous inquiétez pas pour les animaux qui sont restés dans mon ancienne habitation, des personnes habilitées et compétentes s'en occupent. Il n'y a pas de, j'abandonne pas mes animaux là où je les laisse, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Pithiophyis caténifère saillie, voilà, albinos. Donc je les mets en rack. Le rack c'est simplement parce que c'est en transit et de toute façon c'est des animaux qui ne bougent pas. Les serpents sont des animaux qui sont sédentaires à partir du moment où ils ont la bonne température, l'eau changée régulièrement, et l'alimentation. Bien sûr. Il n'y a absolument aucune raison qu'ils aillent ailleurs. Et de toute façon, un serpent en milieu naturel, c'est un animal qui vit dans un trou, dans un terrier quasiment 24 heures sur 24. Il sort une fois de temps en temps pour aller s'alimenter et aller boire, mais il va pas faire des centaines de kilomètres. Bien sûr. Voilà. C'est pas comparé à un orque qui va faire des centaines de kilomètres par jour. On n'est absolument pas sur les mêmes animaux, quoi. C'est des animaux qui sont vraiment sédentaires à fond. Mais de toute façon, tous ces animaux qui sont dans des racks vont passer dans des terrariums plus grands après. Pour ceux qui se demandent, j'ai passé la main à travers une vitre. Ouais, en arrivant. En arrivant, j'ai ouvert une porte. J'étais un peu trop pressé. Et il fallait s'appuyer contre la porte, et en fait c'était une porte vitrée, et c'était des toutes fines vitres, et je suis passé à travers. Voilà. Le risque du métier. Ouais, c'est ça. Du coup là, qu'est-ce qu'on a là? Ouh là là. Une espèce soumise à certificat de capacité. Donc Python Molurus bivitatus, c'est une jeune femelle qui a un petit peu plus de 9 mois, donc moins d'1 an, dans peut-être 1 mois ou 2, ils vont avoir 1 an. Tu peux te rapprocher hein, si tu veux. Voilà. Donc ouais, le pattern c'est... Alors, vous savez, moi les mutations, comme je t'ai précisé tout à l'heure, ça me passe à 1 km au-dessus de la tête. Mais quand j'ai trouvé ce spécimen-là de femelle, j'ai craqué dessus parce qu'il est vraiment trop beau. Ouais, t'as eu un réel coup de cœur. Ouais, c'est ça. C'est de l'hypo quelque chose, mais alors je me rappelle plus exactement la mutation. Il faudrait que je revérifie sur les papiers. Mais c'était une mutation bien particulière. C'est sublimissime. J'espère que vous appréciez. Première fois sur la chaîne. Avec du moulure. Avec du moulure. Et en plus, j'ai eu la chance de... Flavien, il n'y en a pas. Et ouais, j'ai pu manipuler. Je me suis fait quelques photos privées. Je vous avoue que j'ai bien kiffé. C'est sympa, ouais, en effet. Et c'est vachement magnifique. C'est une première. Encore une nouvelle expérience dans la Terrario pour moi. C'est ça. On partage avec vous, comme d'habitude. Hein. On est tous ensemble. Ouais. Magnifique, vraiment. Je vais pouvoir la manipuler parce qu'elle n'est pas en mue contrairement au mâle. Donc ça souffle un peu, mais c'est... En fait, vous voyez, c'est comme avec les autres serpents, il faut y aller direct parce que sinon, ils tournent en bourrique et ils y aiment pas. Voilà.
Sublime. J'espère que vous appréciez, les amis. Moi, j'ai passé un excellent moment en manip tout à l'heure. Donc toi, tu avais manipulé le mâle tout à l'heure qui est en début de mue, je précise. Donc il n'est pas complètement en mue, donc on pouvait encore le manipuler. Mais on le remanipulera pas à ce côté-là parce qu'il est en début de mue et ça le stresse. Voilà. J'espère que vous appréciez, les amis. Python moulure, c'est ça? Ouais, Python molurus bivitatus, ouais. Sublimissime. Merci Je t'en prie. pour ce partage et ce moment, c'est vrai. Ah, mais moi, de toute façon, c'est notamment pour ça que j'ai monté la société de formation. C'est pour justement pouvoir partager mes connaissances et mes compétences. Parce que je suis contre la rétention d'informations. Je suis contre complètement. Moi, c'est mon métier d'informer et de former, entre guillemets, les gens. C'est mon métier à titre professionnel. En tant que vendeur en animalerie, on forme aussi les gens d'une certaine manière. C'est ça. On les éduque, on leur explique. Donc ça, c'est mon boulot pro. Et à côté, je suis également formateur. Donc pour le coup, c'est un réel plaisir pour moi de te former, de vous former également, de former également les personnes, les futurs stagiaires qui vont venir en formation. C'est un réel plaisir. Donc pour le coup, bien sûr. Et puis de toute façon, comme je disais souvent, j'ai eu pas mal de discussions avec pas mal de capacitaires. Ce que je trouve dommage dans l'Ontario, en France du moins, c'est qu'il y a trop de rétention d'informations. Bah, c'est pas ça. C'est en fait le problème, c'est qu'il n'existe pas une base de données qui référence tous les capacitaires pour pouvoir les contacter, pour pouvoir se former. Ouais, mais tous les capacitaires ne veulent pas forcément, et c'est compréhensible aussi. Oui, aussi, c'est un choix personnel. Il faut pouvoir se dire, je vais faire venir quelqu'un que je ne connaissais pas il y a peut-être 24 à 48 heures à la maison. Où il y a peut-être une famille, bien sûr. Peut-être non mais je trouve, tu vois que c'est des animaux qui coûtent cher, et donc notamment je veux faire passer un message. Je sais que c'est très rare ce genre de cas là, mais s'il vous plaît, en tant que formateur, on a quand même une vie privée. On vous fait venir chez nous. La moindre des choses, c'est effectivement, moi au début de chaque formation, je le dis à tous mes stagiaires, même si je leur fais confiance, je fais signer quand même une clause de confidentialité sur l'adresse. Parce que c'est le respect de la vie privée d'autrui. Et même si on a des animaux rares, même si ceci, même si cela, ah ouais, va voir ces installations, tout ça. Et voilà. Et je comprends que certains capacitaires ne veulent faire venir personne chez eux. Et je trouve ça même presque... les personnes qui voudraient... ce serait bien qu'il y ait une base de données de capacitaires, qu'on puisse avoir accès, ou ceux qui souhaitent donner des formations. Pour nous qui voudraient passer des capacités. Je suis complètement d'accord. Ce qui est dommage, c'est que là, c'est un peu du bouche à oreille, c'est un peu du réseau social, on essaie de trouver. Il n'y a pas une vraie liste. Et la DDPP communique pas non plus dessus, parce que la DDPP, ils ont privé, leurs coordonnées personnelles, donc ils sont tenus par le secret professionnel. C'est ça. Et ils n'ont pas révélé en fait nos adresses, nos numéros de téléphone. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais ce serait cool qu'il y ait une base de données pour les capacitaires qui souhaitent. Au moins un email, ce serait pas mal. Voilà, une base de données où c'est référencé les capacitaires. Parce que l'email, c'est vrai qu'on peut pas déranger à 23 h la personne. Le gars, il coupe sa boîte mail, c'est terminé. C'est pas comme le numéro de téléphone où à 23 h on peut recevoir. Non, mais tu vois, je pensais vraiment à un endroit où c'est listé tous les capacitaires par région, avec leur capacité de ce qu'ils peuvent te proposer, ceux qui le souhaitent, ils s'inscrivent, et que nous, on a accès à cette base de données. Pour pouvoir être en relation avec les gens, parce qu'un peu là, on est quand même à la chasse du capacitaire qui veut bien, des fois c'est un peu compliqué. Et puis des fois il n'y a pas beaucoup de place, c'est pour ça que moi je fais des formations à l'année, toute période, tout le temps, vous pouvez venir à la maison, faire des formations, et moi je rechigne jamais sur recevoir, j'aime beaucoup recevoir, je suis italien, ça se voit, je fais les grands gestes tout le temps, donc c'est dans les gènes, j'aime beaucoup recevoir les gens à la maison. Et encore plus s'ils veulent apprendre quelque chose, parce que déjà c'est mon métier pro et c'est ma passion aussi de transmettre à côté. Bah c'est ça. Voilà. Bon, le mâle molure du coup. Ouais, c'est celui que j'ai manipulé tout à l'heure. Il est en mue évidemment. Voilà. Celui que j'ai manipulé tout à l'heure, j'ai pris un pur plaisir. C'est effectivement de l'hypo, donc vous voyez il est en mue, c'est pour ça qu'il stresse un petit peu comme ça. Voilà. Tu peux te rapprocher si tu veux. Hop, c'est celui que j'ai manipulé tout à l'heure. Voilà.
depuis un moment. Ça, vous allez retrouver ses photos sur Instagram. C'est ça. Donc Alex ça, King Snake. C'est un mâle hippo, je précise. Bon, comme je vous ai dit, les mutations, ça me passe par-dessus la tête. Mais je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il est pas comme ça parce qu'il commence à rentrer en mue. Donc voilà, faut... Du coup, redis-nous l'espèce. Python Molurus bivitatus. Ça, c'est le mâle de la femelle qu'on a vu juste avant. Voilà. Donc, je précise, c'est des animaux donc, qui sont soumis au certificat de capacité, que j'ai évidemment pour détenir ces espèces-là, et avec un ouverture d'établissement. Parce que je redis que le capacité seul, le certificat de capacité ne permet pas de détenir ces animaux-là à la maison. Il faut que vous ayez l'autorisation d'ouverture d'établissement en plus. C'est ça. Voilà, pour détenir ce genre d'animaux. Du coup, c'est des animaux qui mesurent combien adultes? Dis-nous un petit peu. C'est des animaux qui sont classés donc, par l'administration comme considérés comme dangereux. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut ce genre d'autorisation-là. Parce que adulte, c'est un serpent, le python molure, qui dépasse les 3 mètres. Voilà, qui dépasse les 3 mètres à l'âge adulte, donc considéré par la loi comme dangereux, donc soumis au certificat de capacité. Simplement, il y a une grosse différence de taille quand même entre mâle et femelle. Les mâles font entre 3,50 m et 4 mètres à l'âge adulte. Pour une femelle, on va être entre 5 à 6 mètres de longueur à l'âge adulte pour un poids équivalent pour les plus grandes et grosses femelles à 130 kg. Ah ouais. C'est vraiment un poids qui est excessif. C'est pas une blague que j'ai entendue dans un bruit de couloir ou quoi. J'ai réellement vu des femelles python molure quand j'étais moi-même stagiaire en formation au Reptilium du Larzac notamment. Vous pouvez aller les admirer, notamment une grosse femelle python molure albinos qui faisait facilement pas loin des 5 mètres, si ce n'est même les 5 mètres pour un poids équivalent, je pense, la cinquantaine à 90 kg, c'est quasi sûr. Ah ouais, c'est une belle espèce. Non. Et rappelez-vous bien que les reptiles ont une courbe de croissance qui est continue. En réalité, bien sûr. On considère que les reptiles vont faire telle et telle taille à l'âge adulte, mais en réalité, on n'en sait pas grand-chose non plus, parce que par exemple, les tailles que je viens de vous donner, ça peut être plus comme ça peut être moins. Vous voyez, ça va dépendre surtout de l'espérance de vie et des conditions de maintenance qu'on va leur donner. C'est surtout ça, en fait. Parce que quand on regarde une courbe de croissance d'un reptile, quel qu'il soit, les premières années, 3, 4, 5 premières années en fonction de l'âge à la maturité sexuelle, on va avoir un pic de croissance qui va être phénoménal. Vous voyez, en quelques mois, ils vont grandir hyper rapidement pour justement, d'une, se protéger des prédateurs et se reproduire plus rapidement. Parce que c'est le principe de tout animal. Voilà. Et plus ils vont grandir et plus ils vont arriver à l'âge entre guillemets adulte et plus la courbe va justement s'aplanir et rester entre guillemets plate, tout au long de sa vie. Sauf qu'en réalité, si on regarde vraiment la courbe, elle continue de grandir cette courbe-là. Elle continue de monter. Donc en réalité, la croissance chez les reptiles ne s'arrête jamais. Jamais. Même sur une tortue qui a 150 ans. C'est pour ça que ça mue, ça mue et en fait la croissance, il y a des pousses juvéniles, après ça stagne un peu, mais sa croissance s'arrête jamais du moment qu'elle mue en fait. Exactement. Voilà, c'est un serpent, ça sera toute sa vie comme ça et il y a beaucoup la notion de en captivité, le nourrissage par excès. Ouais, il y a l'obésité derrière qui rentre parce en ligne. que moi j'entends beaucoup de gens en fait qui me demandent Alex, c'est adulte à quel âge et tout ça. Je te parle de la maturité sexuelle ou la taille physique adulte. C'est pas pareil. Je dis une moyenne, Lucas, sur 3 ans, 4 ans, sur la majorité des serpents qu'on a sans kappa, c'est à peu près l'âge de sexualité. C'est l'âge de sexualité, mais attention, ça veut pas dire que c'est l'âge. Par exemple, si je prends Memorelia, le McDowelly, le plus grand représentant, à 3 ans, il fera pas 2,50 m et il fera 2,50 m et je sais pas combien de kilos, peut-être à 9 ans. C'est plus tard. Il faut qu'ils atteignent la croissance, en fait, elle est déterminée vraiment par le fait s'il y a des prédateurs qui sont amènes de manger l'animal ou de le tuer, c'est qu'il faut qu'ils grandissent vraiment très vite pour justement échapper aux prédateurs. Parce que plus un animal est grand et moins il a de prédateurs justement. C'est ça. Et puis il faut un éléphant dans le milieu naturel, quand il est petit, il a plein de prédateurs. Quand il est adulte, il en a plus. Mais c'est pour ça que je fais le point entre
la maturité sexuelle et l'âge et la taille adulte. Ça n'a rien à voir. La maturité sexuelle, c'est 3-4 ans. Le Pithiophyse cataniferae que je vous ai montré là, il est en âge de se reproduire. Bien sûr. Il s'est déjà reproduit. Bien sûr. Et pourtant, il n'a pas fini de grandir. Et pourtant, il n'a pas fini de grandir. On est d'accord. C'est un animal qui peut mesurer jusqu'à 1,80 m à 2 mètres. C'est ça. Non, mais souvent, en fait, les gens font l'amalgame entre la maturité sexuelle et la taille finale. Mais la taille finale, c'est en fin de vie. C'est pas à 3 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est à 10 ans, 15 ans. C'est pas à 3 ans. Non. À 3 ans, si votre serpent, il fait la taille d'un serpent de 10 ans, il va mourir d'ici peu, je vous l'accorde. C'est que vous avez trop gavé. Là, du coup, on passe sur quoi? On a une petite beauté là-dedans. Ouais. Couleuvre de jade, Euprepiophis mandarinus. Ah, c'est cool ça. J'ai un couple, alors pas dans le même rack parce que la femelle est plus petite que le mâle, mais j'ai le mâle ici qui est plus visuel, disons, parce qu'il est plus grand. Voilà. Je le vois, je vais l'attraper. Voilà. Ah, c'est cool ça. Viens. Là, ça, petite couleuvre asiatique. Voilà, c'est de la petite couleuvre asiatique qui est pas très grande, qui est mais très colorée. Ouais. Voilà, qui est accessible. Je précise qu'il n'est pas soumise à certificat de capacité. Mais ceci dit, pour ceux qui connaissent un petit peu les serpents venimeux, ça doit peut-être vous faire penser à quelque chose. Si on ferme un œil, aux bébés cobras royaux. C'est un animal qui, dans le milieu naturel, se sert de sa coloration pour imiter le bébé cobra. Ouais. Parce qu'ils viennent du même endroit. Et donc, justement, des couleurs très flashy et très poussées en milieu naturel, ça veut dire attention, danger. Danger, ouais. Voilà. Et donc, du coup, le Prepiophis mandarinus, pour se défendre face aux prédateurs, il a cette technique-là d'avoir un pattern qui est quasiment pas identique aux cobras royaux bébés, mais qui s'en rapproche beaucoup. Pour dire attention, je suis un cobra, alors qu'en réalité, pas du tout. Ouais, c'est. Voilà. Et donc, du coup, les prédateurs, il y a un moment donné, ils sont pas bêtes non plus. Ils savent à quoi ressemble un bébé cobra royaux. Ils savent qu'un bébé cobra royaux ne maîtrise entre guillemets pas la quantité de venin qu'il va envoyer à la morsure et qu'elle est beaucoup plus concentrée qu'un adulte. Donc, ils les évitent. Bien sûr. Du coup, il se fait pas manger. Et super espèce. Voilà. Et c'est des couleuvres qui, pour le coup, que j'élève à température ambiante de la pièce. Donc tu me diras, il fait chaud. Donc je te dirais qu'il fait chaud dans ta pièce, ouais. Vous pouvez pas le ressentir, mais il fait chaud. Il fait chaud, ouais. Il fait chaud. Donc c'est une espèce que j'élève à température ambiante, que je vaporise par contre beaucoup parce qu'il fait chaud. Donc du coup, je vaporise pour redescendre un petit peu. Pour faire redescendre un peu la température dans les racks. Voilà. Parce que c'est des espèces qui vivent à température fraîche. C'est ça. Voilà. Parce que normalement, la température maximale pour cette espèce-là, c'est 24-25 degrés, pas plus. Voilà. Donc c'est pour ça que je vaporise au minimum 2 fois par jour le rack pour que justement faire chuter la température. Et ça suffit amplement. Ouais. Et ça se passe très bien. Ils s'alimentent, bientôt ils vont se reproduire, parce que ça c'est le mâle. Et je vais vous montrer du coup la femelle qui a des couleurs encore plus pétantes que le mâle adulte qu'on a ici devant nous. Voilà. Et c'est un serpent donc, que je vais maintenir en rack, donc pas dans ce modèle-là de rack, mais dans des racks toute leur vie pour la simple et bonne raison que c'est des serpents qui sont exclusivement terricoles et fouisseurs. Ouais. Enfin, terricoles, fouisseurs, ça veut dire la même chose. Bien sûr. Mais en gros, qui vivent réellement sous terre. C'est des animaux qui en milieu naturel sont très discrets, qui font très peu de bruit, qui se déplacent très peu à la vue des humains et des autres animaux, et qui se déplacent, qui vivent vraiment dans des galeries sous terre. Et pour le coup, donc le spécimen que je viens de vous présenter, il est né donc au Reptilarium du Larzac, là où je faisais mes formations à l'époque. Je l'ai acheté là-bas, et justement, Fabien, le propriétaire, élever son couple reproducteur principal dans des racks, dans une pièce où il faisait super froid par rapport au reste. Il devait faire 20 degrés quoi. Ah bah c'est une couleuvre qui vit dans un milieu froid, fouisseur. Ouais, les couleuvres asiatiques, si on les élève dans une température comme il fait là, c'est vrai que ça marche très bien, mais c'est vrai que si on a une pièce plus fraîche, c'est encore mieux, plus avantageux. Voilà, parce que là on peut faire vraiment des baisses de température et notamment des hibernations. Des hibernations. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la femelle. Elle est là.
Vous voyez, par contre, il faut être rapide parce que ça détale. Voilà, donc Ouais, ça, elle est c'est la vachement plus femelle, contrastée. qui est bien plus contrastée parce qu'elle est plus jeune. En vieillissant, c'est des animaux qui sont moins contrastés. Mais par contre, j'adore cette espèce. Ouais, Je ne m'en lasserai pas. Le but avec cet animal-là, c'est d'en faire de la reproduction. Génial. Et j'espère y arriver. Ouais, génial. J'espère y arriver parce que j'adore cette espèce. Et franchement, c'est une espèce qu'on voit assez peu d'ailleurs en terrariophilie et qui pourtant est tellement simple à élever. Ouais. C'est tellement simple. Et puis les couleurs, elles sont belles, c'est Les couleurs flashy, sont magnifiques. Et puis franchement, c'est ça super change beau. du serpent des blés. Je critique pas les personnes Non, évidemment non. qui font de la reproduction de serpents des blés ou des espèces bien sûr. classiques. Mais effectivement, si on est vraiment passionné, si on aime vraiment la terrariophilie et ce qu'on fait, tout ça dedans, bah effectivement, c'est important d'essayer d'aller voir aussi d'autres espèces. Bien sûr. Pour mettre en lumière d'autres espèces. C'est important. Il y a tellement d'espèces intéressantes. Mais oui, rien de ça. Il y a des ça. C'est un bijou de la nature. C'est vraiment. Ah, c'est ouf. C'est magnifique. Regardez la tête. Je sais pas si on va réussir à faire vraiment une mise au point correcte sur la tête, mais on a vraiment des colorations qui sont juste parfaites, quoi. Ah, c'est beau. Je vais essayer de vous l'attraper. C'est magnifique. Vous voyez, on a une coloration qui est juste, mais parfaite. Ah, c'est magnifique comme animal. Ouais, c'est vraiment très très beau. Super. Alors, on va la reposer là-dedans. Hop. Voilà. Ensuite, deuxième espèce soumise à certificat de capacité. Ouais. Donc, je vais en sortir qu'un seul sur Oui. les deux parce qu'ils sont clairement identiques. C'est quasiment les mêmes copies conformes. Ce sont les Epicrates shankria, les boas arc-en-ciel. Voilà. Génial. Moi, je viens de passer un moment magnifique à Ouais. Manub. Je vous montrerai les photos sur Instagram. N'hésitez pas à vous Donc, abonner aussi sur Insta. Ils sont sur du sopalin, c'est parce que je viens de les ramener à peine la semaine dernière. Donc pour le moment, je les laisse entre guillemets en quarantaine pour qu'ils aient, pour que je puisse contrôler entre Bien sûr. guillemets. Même si je sais qu'ils sont pas parasités parce que dans leurs anciens terrariums ils ne l'étaient pas. Mais voilà, je contrôle quand même un minimum. Bien sûr. Voilà. Mais de toute façon, là, je pense que d'ici même pas une semaine, ils seront sur de la terre, hein, parce qu'il n'y a rien. Donc voilà. Hop, on va chercher pareil doucement, mais je suis pas très grand, donc évidemment. Hop là. Éviter de se prendre le rack en pleine tête. Voilà. Donc ça, c'est un serpent. Il va pas tarder à rentrer en mue, celui-là d'ailleurs. On le voit, c'est plus terne. C'est un serpent donc pour donner la définition du nom boa arc-en-ciel. C'est un serpent qui a des iridescences. Normalement, vous devriez y voir sur l'écran. Ouais. Des iridescences bleues, un peu bleu pétrole. C'est là, juste ici, vous voyez. C'est ouf. Juste là. Là, on a des iridescences bleues qui est juste magnifique. Et malheureusement, c'est un serpent qui est soumis à certificat de capacité, alors que c'est une espèce qui est très simple à élever et très simple à reproduire. Ouais, c'est mais dommage. c'est soumis parce que c'est de la faune française, comme je l'ai précisé tout à l'heure. La Guyane. Voilà, Guyane, donc faune française, donc soumis au certificat de capacité. Il n'y a pas le choix. Ce qui est vraiment dommage parce que moi, ça, c'est vraiment un boa qui me Mais plairait c'est très énormément. simple à élever. C'est très simple à élever. Même un débutant. Bien Franchement, ce serait un animal qui ne serait pas soumis à certificat de capacité dans un monde entre guillemets parfait. Franchement, ce serait un animal qui facilement qu'on pourrait retrouver en animalerie et qui serait accessible aux débutants parce que c'est un animal qui, comme le boa constrictor, peut-être faire entre 1,80 m et 2 m maximum, mais qui n'est pas très large. Ouais, c'est Qui un n'est pas boa. très large, maximum ça va faire ça de diamètre. Ouais. Maximum, alors qu'un boa constrictor c'est Oui. le double quoi. Ah, et puis ses couleurs. C'est cool. Moi, j'appelle ça le c'est serpent sympa. pan, comme les pans avec Oui. leur rond là qu'ils ont. Exact. Quand un pan il ouvre ses plumes, Mm. moi j'appelle ça le serpent pan. Et puis c'est sympa, c'est gentil comme C'est tout, magnifique. Franchement, il n'y a aucune raison à part le fait qu'il Soit soit guyanais. Ouais. guyanais.
donc qui provient de la faune française, mais il n'y a franchement aucune raison qu'il soit sous certificat de capacité. Aucune. C'est pas un animal dangereux, c'est pas un animal compliqué à maintenir, il n'y a rien de difficile dessus. Voilà. Par contre, attention, c'est pas parce que je dis ça dans la vidéo qu'il faut aller courir Bien dans sûr. les bourses aux reptiles étrangères pour aller en acheter. Bien sûr, non, il faut être capacitaire avec une AOE. Capacitaire, on fait pas les cons, parce que sinon après, c'est donné à manger aux animalistes. C'est ça. Voilà. Super. En parlant d'animalistes, les amis, c'est le moment où on se mobilise. Ouais. Il faut créer cette fédération. Il y en a une qui est en route, c'est l'Unicab. Les amis, je vous invite tous à mettre 10 € dans cette association pour protéger notre avenir de terrariophilie, notre passion des reptiles. L'Unicab s'occupe pas que des reptiles, mais ils ont un gros pôle reptiles. Sur les animaux non domestiques. Voilà, c'est ça. Les amis, vraiment, je compte sur vous. Vous tapez sur Facebook Unicab, vous allez jeter un œil. On a déjà commencé à faire, du moins, quand je dis j'ai rien fait. C'est Unicab commence déjà à être sur les fronts. Ouais. On a réussi à enlever la fameuse réglementation sur les quotas des juvéniles. C'est ça. Victoire. Victoire. On avance petit à petit. C'est pour ça il faut se mobiliser, les amis. Unicab, ça concerne nous, passionnés de terrario, et tout le monde. C'est pour ça, vraiment, allez jeter un œil. Ça nous concerne même nous, les capacitaires. Je m'adresse aux autres capacitaires qui vont me regarder. C'est ça. Mais ça nous concerne aussi nous. On n'est pas à l'abri, je pense, même si on a un certificat de capacité. Je pense que dans quelques années, même moins, la réglementation risque de changer. Et je sais pas pourquoi, je sens que les certificats de capacité vont plus compter grand-chose. Déjà, je pense qu'ils le comptent pas beaucoup pour les animalistes. Donc voilà. C'est pour ça, les amis. Il faut se bagarrer. Et il faut se réunir. Voilà. Et surtout pour la conservation, parce que la captivité, c'est pas que de la captivité, un gars qui se fait plaisir avec 4 bêtes, et ça y est, c'est terminé. La captivité, il y a aussi tout un aspect, j'en parlerai tout à l'heure avec le Varnus macrei, mais où j'en ai déjà parlé, peu importe comment tu montes la vidéo. Non, on n'a pas parlé encore. Voilà, mais en gros, c'est vraiment... tout cet aspect en fait de captivité, c'est pas qu'un aspect collectionnisme. C'est ça. C'est surtout un aspect principalement conservatoire. Il y a 2-3 espèces que j'ai ici et j'ai aussi beaucoup de projets qui vont venir dans l'avenir où justement je souhaite conserver certaines espèces, non pas forcément parce que j'entends déjà mes détracteurs gueuler dans les commentaires que c'est pas possible à la réintroduction d'espèces. Non. C'est très difficile de faire de la réintroduction d'espèces en milieu naturel qui sont nées en captivité. Il y a les maladies, tout ça qu'il faut prévoir. Il y a tout un protocole sanitaire qu'il faut mettre en place. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de sélectionner vraiment comme on fait en captivité sur certaines espèces et comme je le fais ici également, parce que je veux vraiment dans les prochaines années mettre l'accent sur la conservation des animaux, voilà, de ces animaux en tout cas que je maintiens, de sélectionner vraiment 1, 2, 3, 4, 5 couples et de faire de la reproduction, éviter de faire de la consanguinité de croisée, vraiment le faire le moins possible, voire absolument pas, pour justement avoir une population stable de ces animaux-là qui sont en grand danger de disparition en milieu naturel. Et si aujourd'hui ils sont pas en danger, peut-être que demain ils le seront. Peut-être que demain ils le seront. C'est ça. Parce que c'est très bien ce que fait certains gros parcs zoologiques qui sont à fond sur les programmes de réintroduction et de reproduction et de conservation sur les gros mammifères, ce genre de choses. Je respecte énormément ça. Et je mène le genou, ils mènent devant parce qu'ils font un travail de fou. Par contre, effectivement, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur la conservation des reptiles. Il y a des reptiles comme le Cyclura lewesi par exemple. Tu mettras une photo. Tu vois le Cyclura cornuta? Pas du tout. Pas du tout. Ok. L'iguane rhinocéros. Voilà, merci. La même chose qui vient des îles de Cuba, tout ça, qui est bleu. Et bah, en milieu naturel, en 2005, il a été répertorié à 150 individus sur son île, le Cyclura lewesi. Donc vous voyez, tout ça, il y a un aspect conservatoire à faire. Et beaucoup de parcs zoologiques se concentrent énormément sur tout l'aspect conservatoire des mammifères parce que c'est gros, c'est représentatif, etc. Mais on est tous contributeurs
On est tous de la conservation. C'est ça. Et c'est à nous, en tant que passionnés, de particuliers, de faire les choses correctement, de mettre des protocoles en place pour pouvoir justement établir une population stable d'animaux, justement, de ces animaux-là qui sont en grand danger de disparition en milieu captif, pour qu'après, pourquoi pas, pouvoir proposer à des associations de réintroduction et de reproduction en parc animalier des bébés. C'est ce que je vais faire notamment, c'est ce que je prévois de faire notamment avec le Varnus macrei. C'est ça. Les amis, n'oubliez pas qu'on est tous responsables d'êtres vivants qu'on maintient chez nous. Vous faites partie de la conservation. Quand je dis vous, c'est nous. On fait tous. C'est moi, c'est toi. Que tu aies une tortue, que tu aies un pogona, qui dit que dans 20 ans, il y aura encore des pogonas dans leur milieu naturel. En fait, c'est à long terme. Et aujourd'hui, si personne le fait, personne il n'y aura plus d'animaux sur Terre, vu la mentalité humaniste. Et je veux tout avoir. Gardons aussi une belle place pour les animaux. C'est pour ça, les amis, foncez chez Unicab. Likez au moins la page. Si vous voulez vous souscrire, souscrivez. Moi, perso, je vous ai montré, c'est fait. Et puis, c'était un petit moment... on se motive tous ensemble et on est tous ensemble. Il faut se rallier. Et on va y arriver. On va pas se laisser faire par les animalistes en tout cas. Je le dis de la part d'un éleveur de reptiles premièrement, d'un vendeur en animalerie, parce qu'à cause de ces animalistes-là, mon métier, ce qui me fait vivre, ce qui me fait manger à la fin du mois, et c'est pour ça que je le dis aussi avec autant de conviction, c'est que mon boulot est menacé à cause de ces personnes-là qui croient qu'en fait, on est tous des tortionnaires d'animaux et que on va prendre qui vont prendre tous les animaux, qui vont les mettre dans des sanctuaires. Mais sauf que rappelez-vous bien que ces personnes-là qui veulent vous enlever vos animaux, enfin en tout cas dans leur tête, c'est comme ça qu'il faudrait que ça se passe, n'ont absolument aucune compétence de maintenance sur ces animaux. Ils ont surtout aucune compétence des animaux. Aucune compétence des animaux tout court. Ils savent même pas de quoi ils parlent. En fait, ils vivent dans un monde de romance, un monde de livres imaginaires. Donc on va pas se laisser faire. Et on va montrer qu'en fait, nous sommes pas ces fameuses personnes cruelles et tortionnaires. Parce qu'ils savent faire, ils savent montrer vraiment du doigt les rares personnes, et je dis bien c'est une minorité. Ils savent très bien montrer les rares personnes qui font n'importe quoi, et malheureusement ça existe. C'est pour ça que je vous demande de bien maintenir vos animaux. C'est également pour ça que je fais des formations, pour pouvoir vous apprendre et vous expliquer comment on fait ça de mieux. Et comme ça, au moins, ça évitera les débordements qu'on a pu connaître ces dernières années. Les amis, on continue la visite. C'était le petit moment. On donne la force à Unicab, on se fédère, on est ensemble, on partage, on s'ouvre un peu l'esprit, on rencontre les gens, on discute, on échange, même si on n'est pas d'accord, on discute. La discussion, c'est ce qui fera tout pour l'avenir. Les guéguerres de la plus grosse, ça ne fonctionne plus en 2023. Il y a un moment... Ça n'a jamais fonctionné. Mais la grosse, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu en as une grosse que tu essaies d'en servir, si je peux me permettre. Voilà, c'est pour tous ceux qui pensent qu'ils en ont une grosse. Et ça, c'est bisous. Et on va continuer la belle visite et c'est parti. Allez, mon petit Lucas, on va passer sur une autre espèce, du coup. Une espèce de fou. Enfin, de fou. Que t'affectionnes, que j'affectionne beaucoup, que ma conjointe affectionne beaucoup également. C'est la Goniosoma otiscephalum. Donc c'est une espèce qui vient d'Asie. Donc c'est une couleuvre asiatique. Je vais vous l'attraper pour vous la montrer parce que là elle est un peu loin. Je la maintiens donc très simplement en flexarium. En flexarium, du coup tu la maintiens? En flexarium. Avec un point lumineux, c'est quoi ta lampe là-haut? C'est en fait simplement un spot... C'est un spot de lumière. Un spot de lumière, simplement. Le fameux caractère de l'Asiate. Bon, elle est pleine de terre parce qu'elle était dedans au sol, tu vois. Goniosoma oxycephalum juvénile. C'est ça, qui est de l'année dernière. 2022, mais à mon avis, elle est née fin d'année dernière, je pense. Fin d'année dernière, parce que elle est pas très très grande. Hop, tu peux lever un petit peu tes mains. Voilà. Avec une super belle langue bleue. C'est ça, comme toutes les gonios.
Goniosoma oxycephalum. Ça, c'est vraiment une asiatique qui me plairait bien peut-être un jour. Je suis pas très fan des asiatiques, mais celle-ci, j'ai moi aussi eu un vrai coup de cœur. Mais caractère cochon, quoi. Ouais, et puis c'est une espèce qui devient très grande. Ouais, bah 2,40 m. Ouais, 2,40 m, c'est une grosse plus couleur. Plus grande que la beauté bleue du Vietnam. Que j'ai également, mais pas ici. Ouais, c'est super. Et puis ce vert, il est ouf. Ce vert de dingue, là, c'est... C'est incroyable. Moi, en plus, qui aime beaucoup le vert, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Hop, on va essayer de faire un petit peu des plans de près. Ah, c'est magnifique. Vraiment, si je dois prendre une asiatique, ça sera ça. Ah bah, ouais, tu feras bien. Donc c'est une femelle, et puis bah, je vais tenter la reproduction. Donc j'aimerais trouver un mâle. J'espère que vous appréciez les images, les amis. Il y a des petits reflets bleutés et tout qui arrivent. Ouais. C'est top. C'est vraiment top. J'espère que les images, ça vous plaît, les amis. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le partage, comme d'hab. Hein. C'est ensemble qu'on avance, comme d'habitude. J'aime bien cette phrase. Ouais. C'est pas tout seul que tu avances, c'est ensemble. Tout seul, généralement, tu fais pas grand-chose. Non. T'as plein d'idées, mais t'avances pas. T'avances pas. Super espèce, du coup, futur projet. C'est ça, ouais, futur projet de reproduction là-dessus. Quand tu auras l'opportunité. Ouais, quand il y aura l'opportunité de choper un mâle. Je vais peut-être y arriver plus rapidement que prévu parce que en septembre ou octobre, je sais plus quand c'est, je vais monter à Houten, à la bourse aux reptiles, le Snake Day. Ouais. Et pour le coup, là-bas, des Goniosoma, il y en a. Donc, ah, cool. Pour le coup, je pense qu'un mâle, parce que là, j'ai fait le plus difficile en trouvant une femelle. Ouais. Je pense que il manquera plus qu'à trouver le mâle qui ira avec celle-ci. Voilà. Super. Ça tape, un caractère de cochon. Un mouvement de trop, bah voilà. Puis en plus, moi, j'aime pas me faire mordre, évidemment. C'est de la Goniosoma. Voilà. Mais bon. C'est de l'Asiate, on connaît, hein, à force. Allez, hop, on va la reposer. On va la reposer tranquillement. Elle râle. Voilà. Allez, hop, file. Ah, c'est chouette ce petit flexarium avec ses plantes et tout. Non, c'est pas mal. Je vous montre un petit peu l'installation. Ah, elle est bien là. Il est balèze ce flexarium. Ouais, il est stock. Bah, c'était pour un caméléon à la base. Et puis on a trouvé la Goniosoma d'abord. Ah, c'est cool. Elle a de quoi. Ouais, elle a de quoi faire. Ouais. Elle a vraiment de quoi faire. Limite, le flexarium est peut-être un chouï trop grand par rapport à la taille de la Goniosoma actuellement, mais ça lui convient très bien. De toute façon, c'est au top. Au début, la première semaine, disons, elle avait un petit peu de mal à s'alimenter, mais là, ça va faire déjà son deuxième repas depuis qu'elle est là. Là, ça va. La prochaine fois que je la nourris, ça fera le troisième. Je pense qu'au troisième, elle prendra la pince. Sachant qu'à chaque fois elle mange, mais elle mange opposé. Ouais. On pose le souriceau. Mais de toute façon, à la Terrario, c'est de la patience, les amis. C'est ça. C'est une notion vraiment que j'insiste là-dessus. C'est si t'es pressé, oublie cette passion. C'est comme l'aquariophilie, c'est pareil. C'est toute une question de patience. Voilà, de patience, de patience, de patience et de repatience. C'est ça, exactement. Bon, on va passer sur une espèce un petit peu plus dangereuse. Ouais, dis-nous son nom. La Léiohétérodon mascarensis, hétérodon mascar. Alors, hétérodon, attention, ce n'est pas l'hétérodon nasicus. C'est l'hétérodon de Madagascar, qui, contrairement à son cousin nord-américain, n'est pas soumis à certificat de capacité. Et qui pourtant... Et Venom. Ouais, et venimeux, entre guillemets, un peu comme... dans le même genre que le Thrasops. D'accord. Le Thrasops jacksoni, c'est de l'opistodonte. Donc les crochets sont situés au fond de la gueule. Voilà, voire même presque à la gorge. Et qui pour le coup n'ont pas de canaux qui sont directement reliés à une glande, ce qu'on appelle à la glande à venin, vulgairement parlant. Par contre, c'est sur ce genre d'espèce-là, chez les opistodontes, c'est pas une glande à venin, c'est ce qu'on appelle une glande du vernois, qui n'a pas un venin à proprement parler, mais plutôt des enzymes très concentrées. Je résume. Voilà, on résume un petit peu là. Voilà, c'est des enzymes très concentrées qui, pour le coup, sont adaptées pour tuer des petits rongeurs et des petites proies dont ils vont se nourrir en milieu naturel. Ceci dit,
chez l'être humain. Ça peut être quand même assez dangereux, notamment en cas d'allergie. Pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement, vous devez le savoir, normalement j'ai des allergies, j'ai un terrain allergique qui est long comme le bras. Je suis allergique à des produits notamment alimentaires et notamment à des substances volantes dans l'air, notamment le pollen. Et donc si je me fais mordre par ça, il y a de fortes chances que je fasse un choc anaphylactique. Donc pour le coup, oui, après c'est toutes les précautions nécessaires. C'est un peu à chacun et ses anticorps, voilà, si on est allergique ou pas. Tout à fait. Sauf que le problème avec ça, c'est que comme avec on le sait pas tant qu'on s'est pas fait mordre. Voilà, on ne sait pas tant qu'on s'est pas fait mordre, on n'en sait rien. Voilà, c'est ça. C'est comme les guêpes. Quand on est allergique aux guêpes, on sait le jour où on se fait piquer. On sait le jour où on se fait piquer. Bah là, c'est pareil, mais avec la léiohétérodon. Donc elle est en mue, je vais pas la manipuler parce que quand elle est en mue, elle est phénixitée comme une dingue, mais je vais quand même vous la montrer pour que vous voyez quand même un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc j'ai vu que je vais juste soulever la cachette avec un crochet, j'ai pas besoin de m'équiper comme si j'allais la sortir. Mais je prends quand même une précaution, une distance de sécurité. Toujours. C'est ça quand vous travaillez avec des animaux dangereux, parce que pour moi, je considère ça comme un animal dangereux. Pour moi, ça, c'est la distance de sécurité. Minimale. Ouais. Minimale, entre guillemets. Je pourrais faire plus grand, mais la composition de la pièce ne me permet pas il faut être à l'aise et être sûr de ce qu'on va faire. C'est ça, tout à fait. Donc là, on se met toujours évidemment en protection. Pour les stagiaires qui viendront en formation, je leur expliquerai vraiment de A à Z. Le protocole d'intervention. Si vous voyez cette vidéo, n'essayez pas de reproduire ça chez vous. Ça ne sert à rien. Parce que vous n'avez pas toutes les méthodes, vous ne l'avez pas fait. Ça ne sert à rien d'essayer. Par contre, en formation, je vais, Lucas, juste en revenir parce que moi aussi, je procède pour cette méthode, même sur mes animaux qui ne sont pas dangereux. On ouvre une vitre et on reste en protection toujours derrière. Sur le côté. Voilà. Parce que si l'animal sort en face, vous, si vous êtes là, auto-promo, c'est ça. Si vous êêtes là en face, vous allez vous prendre le serpent, morsure directement. Soit au niveau du visage en fonction de la hauteur, soit au niveau du poitrail, soit au niveau du ventre, soit au niveau des jambes. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on reste toujours en protection sur le côté de la vitre avec le crochet en avant. Et ça, je le fais chez moi depuis tout le temps. Et ça s'applique sur tous les serpents. C'est une précaution de sécurité pour tous les serpents. Se faire mordre par un boa, je me suis jamais fait mordre, mais je pense que ça doit pas faire du bien. Je peux vous garantir que ça fait pas du bien. Voilà. Même jeune, à 1 mètre, déjà ça fait pas du bien. Voilà. Au moins se mettre comme ça, et puis ça évite pas mal de problèmes. On passe toujours un bon moment. Ouais, c'est ça. Puis il vaut mieux éviter les pompiers. On a déjà failli tout à l'heure avec ça. Ouais, j'ai fait mon infirmière. C'est ça. Allez, fais-nous voir ça. Donc pareil, ça c'est dans un projet de reproduction que j'ai cette espèce-là. Donc je rappelle Léiohétérodon messieriensis. Donc elle risque de râler un petit peu. Voilà. Alors, je vais essayer de m'approcher. Je vais t'approcher, mais pas trop près parce que ça peut faire des bons. Elle est en mue, donc c'est normal. Voilà, on voit bien l'œil là. Voilà. Tous les deux, ça c'est caractéristique de mue. Normalement, elle est beaucoup plus jaune. Je te ferai suivre une photo pour que tu puisses la mettre. Ouais, si je peux intégrer, parce que moi, le montage, c'est pas mon truc, mais déjà, ça nous donne une bonne idée de... Et puis, elle est grande là déjà. Elle fait au moins, je pense, 1m30, 40, je pense. Et c'est une espèce qui est grande comment? Qui peut faire jusqu'à 1m50 à l'âge adulte. D'accord. Ça vit où? Madagascar. Madagascar. Uniquement. Super. Uniquement là-bas. Ouais, c'est endémique. Ouais, c'est endémique de Madagascar. Super. J'espère que vous appréciez. Ouais. Et c'est l'un des seuls serpents venimeux présents sur l'île. Bah, je crois. C'est le seul. C'est le seul. D'accord. À moins qu'il y en ait d'autres qui m'aient échappé, mais de mémoire, je crois que c'est le seul. Super. À vérifier en tout cas dans les commentaires si jamais il y a des experts de la faune malgache. Bah oui. Preneur. Bah oui. N'hésitez pas à intervenir, mettez en commentaire, partageons ensemble ces moments. Ça va être une grosse vidéo, alors je sais pas si je la fais en 1 ou 2 parties chez Lucas parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Oui. Et Lucas, comme vous avez pu voir, le cow-boy d'Aterrario, on dirait un sudiste tellement qu'il parle. Et on va voir comment. Je suis italien, donc. On va dire c'est ton côté italien. Voilà, c'est mon côté rital. Du coup, on verra comment je vous fais la vidéo, si c'est en 1 fois ou 2 fois.
Je vous accorde que les amis, depuis les dernières vidéos, c'est des vidéos d'1 heure, mais j'espère que ça vous fait plaisir. Et puis, on va continuer. On va partir du principe que ça leur fait plaisir. Voilà. On passe sur un de tes... Géant. Géant. Ouais. Allez. Géant, du coup. Encore un géant. Du coup, on a vu des bébés géants. On a vu les bébés géants. Maintenant, on va voir un intermédiaire géant. D'accord. Voilà. Du coup, juste dis-nous l'espèce. Alors, Python molurus bivitatus, encore une fois, du coup, que pour le coup, c'est un peu particulier. Celle-là, je ne l'ai pas achetée. Je l'ai récupérée suite à une saisie administrative Oui. qui a été placée tout d'abord donc chez Steven de Reptistore, Ouais. anciennement Reptistore, parce que depuis il a arrêté. Ouais, il a arrêté, ouais. Voilà. Et quand il a arrêté son activité, étant donné qu'il avait 2 saisies administratives, le mâle et la femelle, il devait s'en séparer, mais à titre gratuit, donc à titre de don, à un autre capacitaire. J'ai répondu présent pour la femelle, Ouais. le mâle est parti chez un autre capacitaire, mais pour le coup, j'ai eu la chance de récupérer la femelle. Et elle est ultra cool. Donc pour les formations, si vous voulez venir vous former ici chez Herp Formation, donc avec ce genre d'animaux là, voilà. C'est possible, il n'y a pas de souci. Voilà, on fera un plaisir de sortir l'animal. Alors malheureusement, elle est en mue, comme manifestement les 3/4 des animaux aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Voilà. Du coup, on passe un petit peu sur la vision de l'installation. Mais en gros, donc, vous voyez derrière moi, donc le terrarium fait 3 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur sur un peu plus de 60-70 de hauteur. Ouais. Voilà. Donc c'est pas l'installation définitive. J'ai encore tout un grenier que je peux aménager. Vous verrez ça, les gros projets qui arrivent dans quelques mois. Redis-nous comment on peut suivre tes réseaux. Herp Formation, vous tapez ça sur Instagram et sur Facebook, Herp HERP et formation, comme une formation sur Facebook et sur Instagram, vous allez trouver de suite. Et sur YouTube, j'ai fait la chaîne YouTube, mais il n'y a pas encore de vidéo publiée dessus, mais ça va venir. D'accord. Pour les amis, on donne la force, on va s'abonner, on met un petit like. Abonnez-vous, n'hésitez pas. À Lucas, ça va faire plaisir. Voilà, merci beaucoup. Donc, je reprends mon ustensile. Voilà. Voilà. Parce que ça reste un animal dangereux, donc il faut pouvoir prévenir l'animal quand on arrive. Celle-là, donc c'est une femelle qui s'appelle Calypso, donc qui a été habituée à la manipulation. C'est de toute façon pour des géants comme ça, c'est important de les habituer à la manip. C'est des animaux qu'on va appréhender d'abord au crochet. Alors quand je dis appréhender, c'est pas prendre avec le crochet, tirer vers nous et attraper. Non, c'est vraiment on va poser un contact, un premier contact sur la tête de l'animal. On va pas taper, mais on va apporter doucement un premier contact. On va peut-être frotter même un petit peu comme ça. Et ensuite pour lui expliquer que c'est pas du nourrissage, c'est simplement une manipulation et qu'on vient la chercher dans le terrarium pour l'embêter. Bien sûr. Voilà. C'est tout, pour pas qu'elle confonde nos doigts avec un lapin, par exemple. Tout à fait. Donc, juste pour nous rappeler, vu qu'on va pas la sortir, on va la laisser tranquille, elle est emmenée. On va simplement, je vais simplement essayer de faire sortir le premier tiers du corps, mais de toute façon, je pense qu'elle va rentrer tout de suite après. on va pas trop l'embêter. Juste pour information, elle mesure à peu près combien? 3 mètres. Voilà, 3 mètres. 3 mètres. Et c'est pas de l'à peu près, c'est elle mesure 3 mètres. Sur pour plus d'une dizaine de kilos. Voilà, pour vous donner un peu l'idée. Parce que quand ils sont réduits dans le bac, on a l'impression que c'est pas très grand. On a l'impression que là, elle fait à peine 1 mètre parce qu'elle est dans sa gauge auge à béton qui est une gamelle d'eau en réalité. Mais en vrai, elle fait la taille du terrarium quasiment. C'est ça. À 10-15 cm près, c'est... Voilà. Donc là, j'ouvre. C'est pas un système de vitre, c'est un système de porte vitrée. Mais c'est pas des vitres. C'est du plexi. Pourquoi? Parce que une vitre, ça casse. J'en ai appris mes dépens tout à l'heure. Un plexi, vous avez beau vous appuyer dessus, vous avez beau le plier, il cassera pas. Ou il cassera, mais avec énormément de pression. Bien sûr. Voilà. Alors que là, c'est pour ça que j'ai préféré jouer la carte de la sécurité avec ce genre de gros animaux. Et au moins, je suis sûr qu'il peut plier, mais il cassera pas. Voilà. Donc, je vais me mettre en protection. Si tu veux te mettre de ce côté-là, je vais me mettre là. Vas-y. Hop. Voilà.
On va attendre qu'il fasse la mise en contact, tout ça, tranquillement. On prend le temps, comme d'habitude. C'est ça. Donc je vais juste faire sortir le premier tiers du corps, comme j'ai expliqué, histoire juste de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, rien qu'au niveau de la tête. Parce que sinon on la verra pas dans le bac. Mais elle est en nu, c'est pour ça que je la sors pas complètement. Sinon on l'aurait complètement sortie. Bien sûr. Voilà, donc là j'apporte mon premier contact sur la tête de l'animal. Pour l'instant, les amis, je m'approche pas trop. On préfère respecter les règles de sécurité. C'est primordial sur ces animaux-là. Ils sont quand même considérés comme dangereux. Ah bah, c'est pas pour rien. Et là, assurez-vous qu'elle n'a pas encore sa taille définitive. Oui, c'est pas fini. Ouais. C'est loin d'être fini parce que vu que c'est une femelle, elle peut faire 5 à 6 mètres de long à l'âge adulte. Là, elle en fait que 3. Donc elle est à la moitié de ce qu'elle peut faire. De sa croissance, réellement. Voilà. Le bout de la queue, il est énorme. Merci Lucas de nous faire partager ces moments. Je t'en prie, pas de problème. Sur la chaîne, c'est cool.